Bien, bonjour à tous et toutes. Avant de commencer la présentation, je vais me présenter mon collègue M. Favard, qui est donc en vidéo depuis le site de la faculté d'éducation de Montpellier. Je viens ici vous présenter le métier d'enseignant et le parcours à suivre si c'est un métier qui vous intéresse après le bac. Je suis Geneviève Bruno et je suis la directrice de la faculté d'éducation, qui est un site composant de l'Université de Montpellier et qui est à Nice. Donc, et je vais laisser mon collègue M. Favard se présenter s'il m'entend. Bonjour à toutes et tous. Donc, Eric Favard, je suis le directeur adjoint des formations du second degré de la faculté d'éducation. Donc, je m'occupe de tous les étudiants qui se destinent à l'enseignement en collège, lycée professionnel, dans toutes les disciplines, et donc qui regroupe toute l'académie, évidemment, de Montpellier, là, toutes les universités de Montpellier. Voilà. Et merci de nous recevoir. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire une petite présentation et évidemment, on répond à toutes vos questions, soit en cours de présentation, si quelque chose que vous ne comprenez pas, soit à la fin de la présentation. Bien, alors très rapidement, vous expliquer quelles sont les universités qu'il y a sur l'Académie de Montpellier. Alors, vous avez d'abord l'université, l'UM, qui est l'université de Montpellier, avec ce logo, ce logo en cercle rouge. L'UNIM, qui est l'université de Nîmes, avec, alors là, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps d'activer, mais c'est son ancien logo qui vient de changer aujourd'hui. Donc, l'UNIM a plusieurs sites à Nîmes, à Vauban, à Auch et au Gard. Vous avez enfin l'université Paul Valéry, qui est une autre université qui se situe à Montpellier. Et vous avez l'université de Perpignan, qui s'appelle l'université Via Venetia l'UPV. Voilà les 4 universités de l'Académie de Montpellier. Et l'université de Montpellier étant de très loin la plus grande, puisqu'il y a à peu près 50 000 étudiants et 5 000 fonctionnaires, enseignants et agents sur cette université. Et nous, la faculté d'éducation, nous sommes une des composantes de l'université de Montpellier. Il y a 17 composants dans cette université. 17, il y a la fac de médecine, il y a la Nîmes, il y a la IUT à Nîmes, qui est aussi une composante de l'université de Montpellier. Et nous sommes une des composantes, la faculté d'éducation. Et cette composante, en plus, a la spécificité d'être présente sur les 5 départements de l'Académie de Montpellier, c'est-à-dire la Lozère avec Mende, le Gard avec Nîmes, l'Hérault avec Montpellier, l'Aude avec Carcassonne et les Pyrénées-Orientales avec Perpignan. Et donc, sur ces 5 départements, on propose plusieurs formations qui sont communes à tous les départements, et certaines spécifiques pour le département de Montpellier, de l'Hérault. Donc, vous avez ici, très rapidement, je passe des photos des différents sites. Alors, je vais vous présenter rapidement le principe de formation quand on veut devenir professeur des écoles. Professeur des écoles, c'est pour enseigner dans le primaire ou le premier degré, c'est-à-dire de la maternelle au CM2. Ça, c'est le métier de professeur des écoles. Professeur des lycées et collèges, dont M. Favard en a parlé plus particulièrement, mais les principes sont les mêmes aussi pour devenir CPE, conseiller principal d'éducation, et professeur de plantagistes. Alors, on ne s'étalera pas beaucoup là-dessus sur ces 2 derniers métiers, mais c'est le même principe de formation. Alors, avant tout, puisque l'intitulé de cette présentation était enseigner à un métier à de multiples facettes, j'ai repris très rapidement, évidemment, le référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et d'éducation. Ce référentiel sert d'outil d'évaluation pour déterminer si on a atteint les compétences nécessaires pour devenir enseignant. Donc, il y a 6 grands champs qui sont établis qui nous permettent de comprendre la diversité de ce métier. Un premier champ de compétences qui est relatif à la prise en compte des éléments réglementaires et institutionnels. L'enseignant, il doit connaître le cadre dans lequel il travaille, le cadre institutionnel, la hiérarchie évidemment, les programmes, ce qui est demandé, les volumes horaires, etc. Ensuite, on va travailler sur un champ de compétences relationnelles, de communication et d'animation. Quand on est enseignant, on n'est pas tous uniquement, on n'est pas tout seul dans sa classe. D'abord, on est avec des élèves, évidemment. Donc, on a toutes ces exigences de communication, de relation à développer. Et évidemment, avec tout ce qui concerne aussi le travail en équipe, le travail avec les parents, le travail avec l'institution. Ensuite, on a un champ qui est évidemment fondamental, c'est les compétences liées à la maîtrise des contenus disciplinaires et à leur didactique.
Si vous voulez être enseignant, que ce soit dans le premier degré ou au collège et lycée, évidemment, il faut que vous maîtrisiez les disciplines que vous allez enseigner, c'est la base, mais aussi ce qu'on appelle la didactique. Ce n'est pas parce que vous êtes très bon en anglais que vous saurez très bien enseigner l'anglais. Le métier d'enseignant, c'est un métier qui s'apprend, apprendre à apprendre à s'apprendre, apprendre à faire des additions, je peux être très fort en calcul, mais je peux être très mauvais pour expliquer à un élève comment il va faire les additions. Donc ça, c'est toute la question de compétences professionnelles, évidemment, qui a lieu qu'on apprend au cours, qu'on développe dans la formation. Enfin, il y a encore un autre champ de compétences éducatives et pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre des situations d'apprentissage et d'accompagnement des élèves divers. Donc, la pédagogie, c'est tous les gestes professionnels qui sont nécessaires à la pratique de ce métier. Hein. Ça veut dire les questions de gestion de classe, ça veut dire la question d'autorité, ça veut dire la capacité à faire une pédagogie différenciée, à accompagner les élèves dans toutes leurs différences et les amener au mieux à réussir. Un champ de compétences relatif à la maîtrise cognitive, les maîtrises numériques et de communication, et enfin, et un champ extrêmement important qui est la compétence d'analyse et d'adaptation. Si je suis capable d'analyser ce que j'ai fait dans mon travail, pourquoi ma séance ou mon cours a réussi, ou pourquoi il n'a pas fonctionné, alors je suis capable de progresser. Si je suis capable de m'adapter à ce qui est public que je peux avoir, aux circonstances dans lesquelles je travaille, alors je suis capable de progresser. Donc, vous voyez que cette diapo-là, elle fait un balayage très large, on va dire, et très complet de l'ensemble des compétences attendues et nécessaires pour devenir enseignant, encore une fois, des 3 ans, voire des 2 ans, au terminal. Alors, comment ça se passe de manière générale pour la formation des enseignants et pour les CPE et pour les journalistes, c'est la même chose. Vous devez d'abord faire une licence. Licence, c'est Bac plus 3. Hein. On a un diplôme, c'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur, c'est votre bac. Deuxième diplôme, ensuite, c'est le niveau Bac plus 3, quand on est à l'université, bien sûr. Au bout de 3 ans, vous êtes diplômé d'une licence disciplinaire ou d'une autre licence, qui peut être licence comme celle qu'on propose par exemple à la faculté d'éducation, pluridisciplinaire. Quand vous avez Bac plus 3, vous allez postuler ensuite pour rentrer en master. Et en master 1, quel que soit ce que vous choisissez pour le premier degré ou enseignant dans le second degré, vous allez avoir d'une part une formation disciplinaire hein, sur les disciplines que vous avez choisies. Si vous êtes au premier degré, vous allez avoir une formation disciplinaire sur l'ensemble des disciplines que vous allez avoir enseignées à l'école, c'est-à-dire maths, français, histoire, géo, sciences, EPS, art plastique, musique, j'en oublie, je crois. Voilà. Et puis vous avez aussi une formation professionnelle, c'est-à-dire que vous avez des stages déjà. Ce premier année de Master 1, vous avez 2 fois 3 semaines de stage dans les écoles. Vous êtes donc directement imprégné, immergé dans les écoles et vous commencez à observer, à faire ce qu'on appelle de la pratique accompagnée, c'est-à-dire que vous allez essayer, vous allez concevoir des séances que vous allez mettre en œuvre dans les classes avec l'aide de l'enseignant que vous avez. Ensuite, vous allez en Master 2. Et en Master 2, on va plutôt développer la formation didactique et pédagogique, dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, vous avez un temps de stage qui est beaucoup plus important, puisque c'est un tiers-temps. Ça veut dire que vous allez un jour par semaine être en stage avec votre stage privé. Et puis, par ailleurs, vous aurez également une initiation à la recherche, puisqu'en fin de master, on doit faire un mois de master. À l'issue du Master 2, vous allez passer le concours. Le concours se déroule en 2 temps, une phase d'admissibilité, qui est un écrit, puis une phase d'admission, qui est un oral. Et à l'issue du concours, vous allez devenir ce qu'on appelle professeur stagiaire pendant 1 an. Et au bout d'1 an, si tout s'est bien passé, si votre évaluation a été favorable, vous serez donc professeur titulaire, donc fonctionnaire d'État, enseignant fonctionnaire d'État. Voilà le schéma général de la formation de tous les enseignants, des CPE et des conférences. Ce qui veut dire que donc, dans le premier degré, pour être enseignant, il faut que je sois titulaire d'un Master 2, c'est Bac plus 5, 3 ans de licence et 2 ans de Master. Je dois être lauréat du CRPE pour être fonctionnaire. Et dans le second degré, alors on va maintenant, pour intégrer une chose plus particulière, M. Favard a créé, a produit un petit film pour vous expliquer les différents parcours. On va vous passer maintenant et on reviendra pour un
summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the earth and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Donc, pour continuer, donc, je ne vais pas revenir sur ce que c'est dans la petite vidéo, la différence entre le premier et le second degré par rapport au concours est très importante puisque le second degré, c'est un concours national, alors que le premier degré, vous passez un concours par académie. C'est-à-dire que si vous choisissez l'académie dans laquelle vous voulez postuler, Montpellier, ou Rennes, ou Paris, ou Grenoble, ou Versailles, en fonction de vos souhaits et en fonction de votre niveau aussi, puisque le concours est plus ou moins difficile, plus ou moins facile, selon les académies. Et quand vous postulez par exemple sur l'académie de Montpellier, vous savez que si vous êtes recruté, vous serez recruté soit pour le département de l'Hérault, soit du Gard, soit des Hauts, soit des Hauts, soit des Bosses. Donc ça, c'est une différence importante en termes de recrutement. Donc là, spécifiquement pour devenir professeur des écoles, donc on est dans le même parcours avec la question du parcours dans toute licence. Et puis ensuite, on va donc s'orienter vers un master 9, métier d'enseignement d'éducation et d'information, premier degré. Ce que vous a présenté M. Favard tout à l'heure à son vidéo, c'est tous les masters 9 second degré. Et le master pour devenir enseignant, qui prépare idéalement au concours d'enseignant, c'est le master 9, métier d'enseignement d'éducation et d'information. Donc, pour le professorat des écoles, comme vous avez tout à enseigner comme discipline à l'école, la question c'est quelle licence choisir si je veux devenir professeur des écoles. Donc, soit on peut choisir une licence disciplinaire, c'est-à-dire dire je vais d'abord faire une licence de lettres, une licence de maths, une licence de sciences, ou d'histoire géo, ou quoi, et puis après je vais aller en master 9, soit on peut décider de faire une autre licence
Alors, certains choisissent par exemple, il y a une licence qui existe depuis quelques années, depuis de nombreuses années à Montpellier, qui s'appelle la licence sciences de l'éducation. Nous, sur la faculté d'éducation, on a créé depuis 4 ans maintenant une licence qui s'appelle une licence pluridisciplinarité, métier d'enseignement, d'éducation et d'information. L'idée de cette licence, c'est de s'adresser à des lycéens qui, dès la terminale, se disent « Moi, je veux devenir professeur des écoles. Je n'ai pas d'hésitation, je sais que c'est ça que je veux. » Si vous avez une hésitation, si vous dites bah, « J'aimerais bien être enseignant, mais je ne suis pas certain de votre prof d'anglais ou ASTIT, puisque tout le monde a encore ce joli terme d'ASTIT, qui n'existe plus officiellement depuis des années. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. » Alors, dans ce cas-là, il faut aller choisir une licence disciplinaire, une licence d'anglais, et vous choisirez à la fin de votre licence d'anglais si vous allez plutôt aller vers un master MEF second degré anglais, ou si vous souhaitez finalement devenir professeur des écoles, plutôt aller vers un master MEF premier degré. Mais si vous savez que un certain nombre d'entre vous se disent bah, moi c'est vraiment ce métier de professeur des écoles que je vais faire depuis le début, alors cette licence est bien faite pour vous. C'est vraiment ça. Et l'idée, c'est de pouvoir vous donner le temps de vous préparer en 5 ans à devenir professeur des écoles, parce que c'est un métier, une formation qui est exigeante, c'est un métier qui est passionnant et qui est difficile, puisqu'il faut maîtriser toutes les disciplines de l'enseignement primaire. Et vraiment, l'idée est de pouvoir prendre ce temps là-dessus. Donc, comment ça se décline 6 semestres, donc ça c'est toutes les licences, 6 semestres, donc toujours en semestre sur les années universitaires, répartis sur 3 ans. On a à peu près 250 heures de cours par semestre et ce qu'on appelle des unités d'enseignement. L'unité d'enseignement, c'est un peu l'équivalent de discipline, sauf que ce n'est pas forcément des unités d'enseignement disciplinaires. Et chaque unité d'enseignement, vous allez la valider en passant des examens et qui vont vous attribuer des crédits universitaires. Et cette licence, elle est structurée par un référentiel de 8 compétences cognitives, méthodologiques et relationnelles, c'est-à-dire qu'on a réfléchi au fond, l'idée c'est de former les enseignants pour venir voir sur le terrain, et que faut-il faire, quelles compétences doit-on développer pour ces enseignants de demain. Et avec l'idée aussi d'inscrire dans des dispositifs pédagogiques innovants qui ne sont pas toujours présents à l'université. Voilà ce référentiel de 8 compétences. Une des éléments, c'est de développer, exercer sa pensée critique. C'est-à-dire que par rapport aux informations que je reçois, par rapport aux échanges que je peux avoir, quel recul je peux apprendre à avoir sur toute l'information et le flot de l'information que je suis soumise. Communiquer de façon adaptée, je vous ai expliqué tout à l'heure le métier d'enseignant, c'est avec une communication absolument fondamentale. Les compétences-là sont fondamentales. Exploiter l'information, une fois que j'ai l'information, une fois que j'ai sélectionné, une fois que j'ai eu un regard critique dessus, comment est-ce que je peux l'exploiter, développer, exercer sa créativité, parce qu'être enseignant, c'est aussi trouver des chemins de traverse pour pouvoir donner envie aux élèves d'apprendre une autre matière, que si on n'arrive pas par ce chemin-là, ben j'essaye un autre chemin, et peut-être que c'est cet autre chemin-là qui fonctionnera. Résoudre des problèmes, parce que ça fait partie, c'est aussi inhérent de l'enseignant. Développer une relation non violente. Avant, j'ai fait un petit bug sur mon diaporama, à soi, à l'autre et au groupe. Toute la question de la relation. Coopérer et travailler en équipe. Et se donner des méthodes de travail efficaces. Donc, en fait, ces 8 compétences sont la base de notre licence. Et bien sûr, derrière ces compétences, vous allez retrouver les domaines disciplinaires, tous les domaines disciplinaires que vous connaissez, mais qui sont souvent croisés. Hein, on n'est pas du tout dans des apprentissages disciplinaires purs. Donc, cette licence existe sur les 5 sites de l'Académie de Montpellier, hein, ce que j'ai donné tout à l'heure. Ce sont des petits effectifs, ce sont des groupes de 35 à 37 étudiants. Il y en a 1 ou 2 par site selon la taille des sites. Et donc, on est sur quelque chose de très, très petit. Sur chaque site, des enseignants sont présents. Absolument. On ne se retrouve pas comme en médecine, Pas du tout. avec une roue qui tourne, des enseignants qui se déplacent. Pas du tout. Sur chaque site, il y a tous les cours où les enseignants sont présents, très hors temps de Covid évidemment, mais ça vous l'avez tous connu. Et on a la même formation sur tous les sites. Hein. Il n'y a pas du tout non. Il n'y a aucun cours magistraux dans cette licence-là. En fait, il y a vraiment une proximité avec les termes très importante.
Donc, que fait-on? Je vais avancer pour cette licence parce que vous avez des questions sur le second degré, M. Favard y répondra. Cette licence en L1, elle interroge les savoirs disciplinaires de l'école, c'est-à-dire qu'on va faire entre autres, c'est un peu des gros mots, ce qu'on appelle des épistémologies des disciplines, et comprendre l'histoire des disciplines qu'on va étudier et pourquoi on apprend les maths de telle façon, par exemple, à telle façon. C'est vraiment d'avoir une vue très élargie des disciplines qu'on aborde à l'école. En L2, vous avez un stage qui est proposé sur un ou des stages qui sont proposés sur tout le second semestre, c'est-à-dire de janvier à juin. Vous pouvez soit aller à l'étranger en stage école pendant 2 mois, il y en a un petit peu partout dans le monde, hein, ça va du Mexique en passant par le Laos, par le Danemark, l'Europe, les États-Unis, etc. Soit aller faire valider un semestre Erasmus, soit faire des stages en France dans des structures à caractère coéducatif, culturel ou social. Sachant qu'en L1, il y a déjà un petit stage, un stage qui est fait en stage école qui vous permet d'avoir une première approche de ce que c'est que ce métier d'enseignant. Enfin, en L3, là, vous allez développer les modalités de transmission de savoir disciplinaire aux élèves. On est plus sur ce qu'on appelle tout à l'heure la didactique, dont je vous ai parlé. Et vous avez à nouveau un stage école où vous allez mettre en pratique, concevoir et mettre en pratique des séances devant vous allez devant les élèves. Pour la formation, chaque semestre doit être validé pour continuer la formation. Alors donc, dans le principe universitaire, chaque semestre doit être validé. Donc, on doit valider chacun des semestres, mais il y a des compensations à chaque semestre. Et si je n'ai pas validé mon semestre, c'est-à-dire en janvier, j'ai les résultats du semestre, du premier semestre qui date de septembre à décembre, je peux ne pas l'avoir validé, mais j'arriverai peut-être à valider mon année. Si par exemple j'avais 9 de moyenne au premier semestre, que j'ai 11 au second semestre, avec la compensation, j'ai 10 et je valide mon année. Sauf si j'ai des notes, ce qu'on appelle des seuils de compensation, de compensabilité, en dessous de 6. Si j'ai un semestre, même si j'ai 15 de moyenne, si j'ai 6, une note inférieure à 6, c'est notre règlement des études, hein, sur une discipline, je ne pourrais pas valider mon semestre. Ça veut dire que je redoublerai mon année, que j'irai repasser uniquement les disciplines que je prends à l'école, ou au lycée, pardon, uniquement les disciplines que je n'ai pas validées. Voilà. Donc après, dans Parcoursup, ça c'est pour peut-être un peu plus ça vous intéresse, c'est un petit peu particulier. On est sur la mention sciences et technologies en licence. Ça c'est une spécificité un peu particulière de notre inscription. Et l'intitulé, c'est pluridisciplinarité, métier d'enseignement, de l'éducation et de la formation. Donc, dans les attendus nationaux de sciences et technologies, en fait, le principe de cette licence, quand vous voulez devenir professeur des écoles, il faut que vous soyez bon en maths et en français et mauvais en rien du tout. Globalement, c'est ça que ça veut dire, puisque vous allez enseigner les maths et le français beaucoup et toutes les autres disciplines aussi. Donc, ça veut dire que dans aucune discipline, vous devez vraiment avoir un niveau très, très bas. Vous devez être intéressé par l'étude de la langue, savoir mobiliser des compétences de écrite, et évidemment avoir un intérêt pour les questions d'apprentissage et d'éducation. Et ça, c'est vrai aussi pour n'importe quelle discipline et n'importe quel choix de master secondaire. Donc, le document fourni, je vais très vite parce que c'est pour l'année prochaine, puisque Parcoursup est terminé pour cette phase-ci. Là, vous avez toutes les moyens de contacter. Alors, je vous conseille d'aller sur le site de la FDE qui est très récent, qui a été refait, qui est très bien fait. Pour la licence pluri, vous vous adressez chez nous à FDE Nîmes et on répondra. Et pour les parcours second degré, c'est M. Favard que vous avez vu, mais qui va pouvoir déjà répondre en direct à vos questions si vous en avez, sur tous les parcours second degré. Je crois que j'ai fini. Voilà. Et l'adresse de la faculté d'éducation, pour ceux qui ne connaissent pas, sur Nîmes, c'est rue Vincent Taïta, donc c'est pas très loin de la Légion. Ce diaporama et la vidéo, je pourrais le placer sur notre site. Donc voilà, ce que vous venez de lire et peut-être les coordonnées, vous les retrouverez. D'ailleurs, il y a déjà des liens sur la FDE et d'autres liens que vous m'avez proposés lors de l'inscription qui sont sur le site jnfbagnole.fr, hein, vous savez, et vous avez formation, établissement. Et j'en profite, puisque je ne vais pas le redire sans arrêt, vous pouvez revoir cette conférence d'ici 48 heures sur notre chaîne école et sous 48 heures aussi sur notre chaîne YouTube. Okay, et là, vous avez tous les reportages
et toutes les conférences qui ont été mises en place et diffusées depuis le mois d'octobre dernier. Alors, juste deux petites choses importantes aussi. Si ce sont des métiers qui vous intéressent, je vous engage vivement pour le métier de professorat des écoles à venir nous voir au salon lycéen à venir. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé cette année. Alors, j'ai mis janvier parce que cette année c'était le 22 janvier, je crois. Alors, en général, voilà, c'est en janvier où nous serons présents. Et par ailleurs, de venir aux journées portes ouvertes de la faculté d'éducation qui se déroule à Montpellier. On ne fait pas une journée portes ouvertes par site, mais on regroupe tout à Montpellier. C'est un samedi. Et là, vous avez des conférences en direct sur le master, sur la licence. Vous rencontrez tous les sites, vous rencontrez personnellement tous les sites. Vous rencontrez M. Favard qui est responsable du second degré, vous rencontrez celui qui est responsable du master CDE, si vous avez envie de devenir CDE. Vous avez beaucoup de propositions comme ça et c'est extrêmement intéressant. Et surtout, et aussi, que ce soit à Montpellier ou à Nîmes, vous rencontrez des étudiants qui sont sur les sites et qui peuvent vous parler de la licence ou du master. Sachez aussi qu'en tant que lycéen, vous avez droit à plusieurs journées qu'on pourrait qualifier de stages ou de mini-stages qui peuvent vous permettre aussi de suivre cette actualité. Il suffit d'établir une convention entre l'établissement et la fac, ça ne doit pas poser de problème normalement. Mais sachez que vous avez jusqu'à 5 jours par an, pas d'affilée, mais 5 jours possibles. Retenez bien cette idée et sachez que c'est un droit. On va peut-être oui. arrêter ce débat pour que M. Favard répondre à des questions, s'il y en a, ou avoir des précisions. Alors, est-ce que tu voulais peut-être apporter des précisions ou répondre aux questions? Ça, oui, certainement. Moi, je vais plutôt répondre aux questions parce que pour ce qui concerne le second degré, on est dans un avenir, on va dire, un petit peu plus lointain pour les élèves présents. C'est-à-dire que moi, je me situe plutôt au niveau du master, c'est-à-dire une fois la licence passée. La seule chose qu'il y a, c'est que pour arriver en master disciplinaire, il faut faire une licence dans la discipline, dans là où les disciplines choisies. Après, nous avons des masters qui sont plutôt de culture générale. Je pense au CPE, je pense aux documentalistes, qui offrent la possibilité à des étudiants non spécialistes de pouvoir entrer dans ces formations. On a d'ailleurs pas mal également de personnes qui sont de reconversion professionnelle qui arrivent assez facilement à reprendre pied dans ces parcours. Voilà. Mais moi, je me tiens à la disposition des élèves, il n'y a aucun problème. Alors, une précision sur quelque chose qui évolue, et c'est bien dommage, mais voilà, c'est une réalité. Je vous ai dit que pour être enseignant, il fallait avoir un master 2, le master MEF, et avoir le c'est plus tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on recrute des enseignants qui n'ont pas le concours. C'est-à-dire que vous avez votre master 9 premier degré, votre master 9 second degré, et quand il y a, en fait, c'est des choix très politiques, c'est-à-dire que quand vous avez le concours, vous êtes titulaire de la fonction publique, donc vous êtes absolument certain de garder un poste toute votre vie, du début à la fin de votre carrière. Vous aurez toujours un poste. Si éventuellement il y a une fermeture de poste dans votre école ou dans votre lycée, vous perdrez votre poste dans l'école, au lycée ou au collège, mais vous aurez un poste ailleurs. Vous verrez peut-être beaucoup moins, mais vous aurez toujours du travail. Cela dit, la tendance, c'est que les postes diminuent de plus en plus. Et que pour pallier le manque d'enseignants, et on voit bien notamment le problème des remplacements, Covid, etc., l'éducation nationale recrute des contractuels, c'est-à-dire des personnes qui ont le master et qui n'ont pas forcément réussi. Alors, c'est bien parce que c'est du travail pour les personnes, mais ce qui n'est pas bien, c'est qu'il n'y a pas de statut de contractuel, un statut très peu intéressant. Et surtout, vous êtes recruté si le recteur a besoin de 2 mois, ben, il recrute 2 mois, et quand il a fini, vous n'avez plus de travail. Donc, ça a un petit avantage, je dirais, pour ceux qui n'ont pas réussi leur concours. Donc, c'est aussi possible. Avant, c'était inimaginable. Aujourd'hui, c'est, hélas, pour la fonction publique, de plus en plus possible. Mais ce n'est pas les mêmes statuts, il n'y a aucune certitude d'emploi, il n'y a pas d'avancement. Voilà, il faut vraiment essayer, quand on veut devenir enseignant, l'objectif, c'est d'avoir son master, mais aussi d'avoir son.
sachant que selon les disciplines, et ça Eric va peut-être préciser, selon les disciplines, le concours est plus ou moins difficile. Comme par définition, c'est un concours, donc quand vous avez énormément de candidats et très peu de places, c'est difficile. Voilà. Peut-être tu peux préciser un peu. Oui, je peux préciser sur les concours du second degré. Bon, on a des disciplines qui, sans faire de mauvais jeu de mots, historiquement sont très sélectives. Je pense à l'histoire et la géographie en particulier, où le cumul des connaissances est souvent un élément, on va dire, discriminant. Mais alors pour le coup, la réforme du concours a introduit une nouvelle épreuve qui est une épreuve d'entretien professionnel dans le second degré et qui justement vise là à prendre en compte, on va dire, l'identité, la posture professionnelle du candidat, de manière à, évidemment, rééquilibrer, si vous voulez, les critères d'évaluation. Parce qu'on sait bien qu'une tête bien faite, ce n'est pas forcément un bon prof, et tu l'as dit tout à l'heure. Hein, tu l'as dit tout à l'heure, on vient souvent, d'ailleurs, dans le milieu de l'éducation, avec ces représentations, souvent d'élèves moyens ou bons élèves, et on s'imagine qu'en reproduisant ce qu'on a vécu, on arrive à gérer une classe et à travailler des apprentissages. Il n'y avait pas du tout, hein, la vie est un petit peu plus compliquée. Voilà. Donc, effectivement, il y a des concours. Alors, il y a des concours qui sont très, très, très durs, enfin difficiles, et puis d'autres où on en parle beaucoup dans la presse. Hein, le niveau de recrutement est catastrophique. On pense en particulier aux disciplines scientifiques, aux mathématiques, où on a globalement des candidats qui sont relativement faibles en mathématiques et où on n'arrive pas à pourvoir tous les postes. En lettres, c'est la même chose aussi. Hein, voilà. Donc, je serais tenté de dire que vous avez toutes les chances de réussir. Hein, si vous travaillez sérieusement, il y a des places à prendre. Voilà. Et pour que vous ayez un peu une idée des épreuves du concours, pour le premier degré, dans les épreuves d'admissibilité, vous avez une épreuve de maths. Là, c'est sur votre niveau de maths, où on demande en gros un bon niveau de seconde, donc ce n'est pas non plus inatteignable. Hein. Après, vous avez une épreuve de français, là, c'est la même chose. On évalue votre niveau en français. Et une autre épreuve écrite, où là, vous choisissez le jour de l'épreuve, soit vous choisissez votre discipline, soit art, soit histoire, géo, soit sciences. Et on va évaluer d'une part vos connaissances et d'autre part votre capacité à produire ou critiquer une séance, une leçon, une séance dans la discipline. Donc, il y a l'aspect notionnel et l'aspect didactique dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est l'admissibilité. Vous êtes tous de passer la semaine dernière. Alors, ça, c'est le nouveau concours, c'est tout neuf de cette année. Hein. Ensuite, il y a aussi, je suis admissible, je vais vous épreuves d'admission. Et l'admission, il y a une épreuve, ce ne sont que des oraux. Il y a une épreuve orale de maths et une épreuve orale de français, ça l'une à la suite de l'autre. Donc, vous avez le temps de préparer pendant 2 heures et vous devez présenter une leçon en maths et une leçon en français, une thématique qu'on vous donne et un niveau qu'on vous donne. Ensuite, vous avez une autre épreuve qui est une épreuve d'EPS où vous avez une question extrêmement pragmatique. Par exemple, vous avez une classe de CE2, vous devez faire une course de relais, c'est la première séance de conséquences, qu'est-ce que vous allez faire, etc. D'accord, ça c'est une épreuve d'EPS. Et une épreuve, comme disait Eric, sur l'épreuve professionnelle qui est vraiment dans le recrutement, je dirais du recrutement d'embauche, hein, de l'entretien d'embauche, où vous allez parler de votre parcours professionnel, qu'avez-vous fait, pourquoi ce métier vous intéresse, et d'autre part, à travers 2 ou 3 questions de classe ou d'établissement, montrer vos connaissances et vos réflexions par rapport au cadre institutionnel dans lequel vous avez travaillé, l'éducatif, etc. Voilà le parcours d'un concours. Et donc, pour le premier degré, ce que je vous disais tout à l'heure, on n'est pas donc sur différentes disciplines, on est sur des choix. C'est très, très difficile d'avoir le concours sur l'académie de Rennes. C'est beaucoup plus facile de l'avoir sur l'académie de Rennes. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup de postes à pourvoir, et il y a, en proportion, il y a moins d'enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants qui postulent, mais potentiellement, il y a moins d'enseignants. Est-ce que je peux revenir sur vos propos concernant, par exemple, je suis très intéressé pour être prof des écoles, mais est-ce que dans la logique, je peux prendre une majeure anglais et existe-t-il une mineure enseignement? Ou alors, je suis en licence d'anglais, je vais jusqu'en licence d'anglais et après, je peux revenir en formation peut-être pour
approfondir mes connaissances afin de devenir professeur des écoles. Est-ce que, comme un peu en médecine, il y a cette histoire de majeur et de mineur? Non. Alors, il n'y a pas de majeur et de mineur, mais par contre, dans beaucoup de parcours disciplinaires, il y a des propositions d'UE de pré-professionnalisation. Je prends l'exemple de l'UNIM. À l'UNIM, en lettres et en langue, donc lettres anglais et espagnol, on peut choisir dès la L2 des UE de pré-professionnalisation qui vont vous faire découvrir, soit qui vont vous mettre en stage dans les écoles, soit vous faire découvrir par TD, que nous assurons le métier d'enseignant. Et il y a aussi dans le catalogue à l'UNIM, des catalogues qui s'appellent des UE d'ouverture, où il y a également des lieux de découverte du métier d'enseignant dès la licence 1 et des renforcements en maths et français qui sont vraiment spécifiques à ceux qui ont fait, par exemple, une licence de lettres, mais qui pensent que finalement, peut-être qu'ils seront bien professeurs de l'école, et donc ils savent qu'ils doivent renforcer leurs compétences mathématiques. Oui, ça existe dans beaucoup de parcours. Okay. Pas systématiquement, mais dans beaucoup de parcours. Vous avez des questions? Toutes ces précisions, là, parmi vous, qui serait intéressé pour devenir professeur des écoles, par exemple? D'accord. Et professeur du second degré pour faire plaisir à M. Favard? Je ne vois pas les doigts se lever, moi, je ne vois pas le public. Il y en a deux. Il y en a deux. Ah, c'est formidable. Dans quelle discipline? Demandez-leur. Alors, quelle discipline? Anglais, italien. Parfait. Ah, ben, vous avez des équipes. C'est l'Université Paul Valéry qui gère ces deux parcours. Je connais bien les responsables. Bon, ce sont l'italien, la singularité de l'italien, bien que ce soit nos voisins géographiques, c'est un tout petit parcours, c'est un parcours interlangue en fait. Donc, le choix de l'Université Paul Valéry, c'est de préparer les enseignants de langue sur un tronc commun, puisqu'en fait, la didactique de la langue, proprement dite, est similaire. Et donc, il y a deux niveaux, il y a les langues du Sud et les langues du Nord. Voilà. Et l'avantage de l'italien, évidemment, c'est que c'est un tout petit effectif. Donc, c'est une ambiance, je serais tenté de dire, presque familiale. Donc, c'est vraiment intéressant. En anglais, forcément, c'est l'hégémonie anglo-saxonne. Il y a beaucoup plus de candidats. Mais enfin, il y a pas mal de postes au concours quand même. Donc, des possibilités. Et l'autre choix, c'était… En langue, c'était l'anglais? Ah, c'était anglais, d'accord. Oui, c'était anglais. Donc, italien, anglais et notre langue, peut-être? Allemand? Allemand. Allemand, oui. Ben, écoutez, alors en allemand, je connais bien aussi, je connais évidemment tout le monde là-bas. À Paul Valéry, en allemand, je crois qu'il y a 3 ou 4 étudiants, il y a très peu, puisqu'en fait, là, pour le coup, géographiquement, c'est éloigné. On est plus du côté hispanique. Alors, mais il y a une formation, évidemment, de prépa CAPES allemand. Alors, il faut que vous sachiez aussi qu'il y a relativement peu de postes en allemand, en italien. Et souvent, les étudiants sont en concurrence avec des locuteurs natifs, c'est-à-dire des étudiants souvent d'origine germanique ou d'origine italienne. Donc, il faut bien s'accrocher, quoi. Il faut bien s'accrocher. Mais vous maîtrisez la langue française, en tout cas, je suppose. Donc, tout va bien. Justement, nous avons eu une conférence sur la Maison de l'Europe de Nîmes. Oui. Et beaucoup d'étudiants donc étrangers viennent sur des langues spécifiques, particulières, mais viennent donc sur Nîmes. Et je crois que certains sont inscrits dans des disciplines de langue un peu particulières, comme le hollandais. Qu'est-ce qu'il y avait alors, je ne sais plus si c'est le danois, mais en tous les cas, le hollandais, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et juste en fond de parcours, c'était peut-être une plaisanterie, mais j'ai entendu parler d'arabe. Est-ce qu'il y a une formation? Alors, arabe littéraire? Écoutez, une formation, non, mais on reçoit des étudiants qui partent en stage. C'est un peu compliqué parce que là, je crois qu'il y a la formation, mais il n'y a pas de prof dans l'académie. Mais en tout cas, on s'en est occupé. Moi-même, j'ai été au jury. Alors là, pour les lycées professionnels, j'ai été
au jury du concours Arabe Lettres. Mais bon, pour la valence lettres, hein, j'interrogeais, puisque l'arabe, je ne le comprends pas, quoi. Voilà. Alors, double licence, c'est possible. Alors, la question, c'est est-ce que c'est possible de faire une double licence comme anglais, italien ou anglais, chose, ça oui, faire une double licence. Tu n'entends pas? Je ne vous entends pas bien, mais bon, ça me paraît. Ça, il faudrait que je demande, mais j'en suis très honnêtement, j'en suis pas certain parce que c'est assez compliqué. Ceci étant dit, ça existe en histoire et géographie, puisqu'en fait, il y a des doubles licences aussi. Ça, je pourrais là peut-être me renseigner. C'est rarement demandé parce que dans le cadre, enfin, en tout cas, après, pour le master MEF, il faut en choisir qu'une seule. C'est trop chargé, hein, l'emploi du temps. On n'a pas parlé des volumes horaires, mais c'est lourd, hein, c'est très lourd. Hein. C'est 2 années. Alors, ça, c'est une chose, mais le master, c'est effectivement 2 années lourdes, et notamment le master 2, parce que vous êtes en stage. Alors, je n'ai pas précisé, mais vous pouvez être en stage, mais en responsabilité dans votre classe. Ce n'est pas une obligation, mais si vous le souhaitez, vous pouvez avoir la responsabilité d'une classe 1 jour par semaine. Complètement. Donc, c'est vous qui préparez complètement la classe. Vous accordez 30 secondes, s'il vous plaît, qu'on puisse terminer la conférence par politesse. Je voulais remercier M. Favard. Avec plaisir. Et dans le désordre, Madame Bruno, pour votre présence. Et je pense que nous aurons une représentativité plus importante parce que j'aimerais bien vous retrouver pour les conférences majeures en octobre-novembre. Ce sera avec plaisir, monsieur le proviseur. Donc, de toutes les façons, je vous remercie, nos lycéens. Plus de questions? Bon, écoutez, merci beaucoup. Bon courage pour cet après-midi. Et bon, vous avez compris, il faut bosser. Merci beaucoup. À bientôt.